Bravo, c'était merveilleux et ça répond à la question que j'ai posée, à quoi bon? Eh bien, vous Français, vous avez raison de ne jamais perdre l'espoir parce que voilà des artistes qui vous inspirent et qui vous montrent qu'il y a des réponses à toutes les bêtises qu'on trouve parmi vous. Et donc, bonne chance, mais vous avez encore... vous n'avez pas de temps. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons arrêter à 1 heure. Oui. Donc, nous avons 10 minutes. Je vous remercie. C'est vraiment exaltant de voir comment les artistes ont quelque chose à dire, n'est-ce pas? Ils ont une fonction dans la société, plutôt que les économistes et les autres. Donc, vos opinions sur les artistes plutôt que les économistes. C'est-à-dire, on peut souffrir, mais il y a des réponses à la souffrance. Et ce qui m'inspire encore, quoique en France aujourd'hui, on ne publie plus que des livres moroses attaquant la stupidité du pays, je trouve une chose qui m'encourage, c'est que tandis que la BBC, qui est célèbre pour être soi-disant impartiale, commence les bulletins d'information avec ce mot, le Premier ministre va dire aujourd'hui, et comment savent-ils ce qu'il va dire? Parce qu'ils reçoivent des gens de la publicité du gouvernement le texte d'un discours qui va être prononcé ou non. Tandis que sur France Inter, que j'écoute tous les matins en même temps que la BBC, on commence avec cette dame Charline, qui se moque de tout ce que vont dire les gens qui nous gouvernent. C'est-à-dire, vous avez encore de l'esprit. Et quand vous parlez de l'humour anglais, vous savez d'autres choses. Vous savez que sous l'Empire, si vous regardez le dictionnaire de Littré, vers 60, comme c'est sous l'Empire, on dit que les Français sont les gens les plus gais du monde, dans le sens du 19e siècle. Excusez-moi, j'avais une question pour M. Leclerc. Vous avez parlé de Salammbô. C'est un roman qui est d'une imagination foisonnante. Quelles sont les sources d'inspiration de Flaubert? Est-ce qu'il a consulté des sources, à proprement parler, historiques? Est-ce qu'il s'est fié uniquement à son imagination? Et quelles sources a-t-il consultées? Alors, vous savez que Flaubert, lorsqu'il écrit Madame Bovary, dit qu'il veut faire un livre sur rien. Alors, cette formule peut être comprise en divers sens. Avec Salammbô, il est gâté parce qu'à son époque, on ne savait rien sur Carthage. Donc, il parle d'une tabula rasa. Les fouilles n'avaient pas commencé. Donc, il va se rendre sur place pendant 2 mois, mais pas vraiment pour tirer de l'information concernant Carthage, mais pour voir un peu le terrain de bataille, les champs de bataille, pour faire déplacer les armées d'Hamilcar et des mercenaires. Et pour le reste, il va reconstituer, par analogie, comme il dit, au fond plutôt par homologie, ce que pouvait être Carthage en lisant tout ce qu'il peut trouver sur l'Antiquité. La Bible, Pline et l'histoire naturelle de Pline en particulier, pour reconstituer les mœurs. Son projet, c'est de reconstituer une histoire totale, c'est-à-dire pas seulement l'histoire événementielle, mais l'histoire des mœurs. Alors, en rapport avec le Second Empire, on a parfois, et pour nous rattacher à notre sujet, vu dans Hamilcar une image transposée de Napoléon III, c'est-à-dire le tyran. C'est pas impossible, d'autant que Flaubert parle des riches carthaginois, il y a une caste des riches,
comme étant les bourgeois dans ces brouillons. Alors par anachronisme bien entendu, ce sont les bourgeois. Est-ce qu'il y a une transposition possible? Est-ce que Flaubert pense, en travaillant sur un texte qui se passe à 2000 ans d'histoire avant, est-ce qu'il pense à la réalité contemporaine? On n'en sait rien. En tout cas, oui, bien sûr, il a eu des sources tout à fait considérables. On pense qu'il a lu entre 150 et 200 livres pour Salammbô, oui. J'aurais 2 questions en une, en quelque sorte, même si je pense que vous avez un peu répondu à la deuxième. J'aurais voulu savoir si Flaubert avait déjà une relation, avait une relation avec Napoléon III, s'il échangeait plus que des traits d'esprit lors de dîners mondains, par exemple. Et également, je voulais savoir si, à la suite de l'Empire, après la chute, Flaubert aurait participé à l'imagerie négative qu'on aurait mis sur Napoléon III. Pour la première question, Flaubert n'a, à mon sens, jamais rencontré personnellement Napoléon III. Il l'a croisé évidemment à Compiègne, aux Tuileries, c'est même pas sûr, il n'en parle pas. Dans les notes que l'on a retrouvées, qu'on a publiées. Si, il le voit passer au loin, mais sans véritablement lui être présenté. Alors, je ne sais pas quelle était l'étiquette ni le code de ce moment. Mais il n'a pas de relation personnelle avec Napoléon III. En revanche, il a une longue correspondance et une vraie amitié, qui est peut-être une amitié amoureuse, avec Mathilde. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une amitié de circonstance, parce qu'elle va survivre à la chute de l'Empire. Et il va continuer à lui écrire, à la voir, jusqu'à la fin de sa vie à lui, puisque Mathilde, comme vous savez, survit à Flaubert. Et il y a une très belle lettre qui se termine par « Je vous aime dans tous les régimes politiques, monarchie, république ou empire ». Bon. Et puis alors, la deuxième partie de votre question, c'était ? C'était pour savoir s'il avait participé à l'image négative que la République a donnée à... Non. Après la chute de l'Empire, Flaubert se remet à la tentation de Saint-Antoine, qui paraît en 1974. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'allusion directe au Second Empire. Et puis, il écrit Bouvard et Pécuchet, qui sera inachevé, qui paraîtra à titre posthume. Et là, si on avait du temps, il faudrait effectivement qu'on lise ensemble les dernières pages du chapitre 6, qui est le chapitre de la politique, puisque, comme pour l'éducation sentimentale, dans Bouvard et Pécuchet, les événements de 48 et donc de 51 sont au cœur de la réflexion. Mais donc il faudra regarder un petit peu comment il représente, ce que je n'ai pas fait du tout, comment il représente le Second Empire, à la fois à la fin de l'éducation sentimentale, dans ce blanc énorme, le fabuleux changement de vitesse dont parlait Proust à la fin de l'éducation sentimentale, donc le coup d'État de 51, et puis la totalité de l'Empire, dont le bilan est tiré dans un chapitre de Bouvard et Pécuchet. Ce sera une autre chose, mais du coup, en 20 minutes, là, il faudrait plusieurs heures. Mais en tout cas, il n'a pas participé à la légende, puisque Flaubert n'a jamais écrit de texte, lié directement à l'actualité immédiate. J'avais une question pour Bertrand Tillier. Ce parallèle Gavarni-Daumier était magnifique, mais quel est votre regard sur la génération suivante des caricaturistes type Gilles et Cham? Est-ce que Cham serait le Gavarni du Second Empire, Gilles le Daumier? Enfin, comment vous peignez un peu le paysage de la caricature par rapport à cette génération de gens qui sont là pour le coup dans la force de leur création? Alors, je pense que ce qui caractérise, en dépit de leurs différences, Daumier et Gavarni, c'est qu'ils sont de la même génération et donc sous le Second Empire, leur carrière, leur réputation, leur manière de faire sont très établies. Et qu'il y a une vraie rupture de ton avec ces dessinateurs que vous évoquez de la génération suivante, en particulier Gilles, qui lui va vraiment se concentrer, en tout cas à ses débuts, puisque ses débuts sont contemporains de l'Empire, va se concentrer sur le portrait charge de célébrités du monde des arts, des arts, des lettres, du théâtre, hein, comme vous le savez. Quant à Cam, c'est le croquis, c'est-à-dire que c'est aussi une forme très abrégée d'écriture, c'est la vignette. Donc ce sont des formes
pour Gilles, avec ses grands dessins en pleine page, très spectaculaires, très colorés, et pour Cam, avec ses toutes petites vignettes qui sont souvent montées en séquence narrative, ce sont des formes très différentes des images que j'ai pu montrer aujourd'hui. Et c'est un vrai changement de génération. Et dans le fond, si on regarde Gilles, il est moins le dessinateur du Second Empire qui ne sera celui des débuts de la Troisième République, où il transpose sa manière et où ses images vont véritablement s'installer et acquérir la plus grande réputation et la plus grande efficacité, puisque sous l'Empire, c'est un dessinateur un peu bridé, comme il le raconte dans ses souvenirs, notamment avec cette scène du melon, où il a dessiné un melon sur pattes auquel il manquait une tranche, intitulée Monsieur X, et où il se fait convoquer par le préfet Pietri qui lui demande « Mais qui est ce Monsieur X, X de points, hein, est-ce que ce ne serait pas Napoléon III, X de points ?» renvoyant aux chiffres de l'empereur. Bon, donc on voit qu'il est, même s'il traite cela un peu à la farce dans ses mémoires, on voit qu'il est quand même très contraint par ce qu'il fait et il va plutôt déployer son talent de caricaturiste politique au début de la Troisième République. Comment expliquez-vous que le Second Empire était en partie un temps d'industrialisation d'industrie et de nouveautés techniques? Et pourquoi il n'y avait pas de science-fiction dans la caricature, comme on avait plus tard dans la Troisième République, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a discuté l'industrie? Oui, un peu dans le Croquis de Mœurs, dans ces petites vignettes de Cam, par exemple, mais de manière très incidente. Et évidemment, si on pense au traitement du progrès, de l'industrie, à la déraison de cela, on pense à Robida. Or, Robida fait ses grands dessins à partir de la fin des années 70, du début des années 80, au moment où ils fondent le journal qui s'intitule La Caricature, qui est donc une sorte de résurrection du titre de Philippon, mais qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'était le journal initial. Donc c'est évidemment beaucoup plus tardif. Mais j'ai pas d'explication. Oui, c'est une question intéressante. J'ai rien à dire comme ça à brûle pour point. C'est en effet curieux, mais on pourrait aussi se poser la question, au fond, pour la monarchie de Juillet, puisque la révolution industrielle fait déjà ses effets de manière très spectaculaire. Il y a aussi un imaginaire, je pense, plus large. Je pense à la peinture de Courbet. On s'est beaucoup interrogé sur la peinture de Courbet à la même époque, en se demandant pourquoi est-ce qu'à ce point-là, sa vision du monde était rurale, peu citadine, et toujours, en particulier pour le Jura, toujours épargnée par les effets de l'industrialisation, alors qu'on sait qu'au même moment, cette industrialisation pouvait agir sur les lieux qu'il a peints. Donc pourquoi est-ce qu'il écartait cette part de la réalité dans cette peinture réaliste? Bon, c'est une question large, vaste. Oui, je crois que les caricaturistes sont très importants. Quand j'ai publié mon livre sur les Français, j'ai mis beaucoup d'exemples de caricatures que j'ai visité, tous les caricaturistes, pour découvrir ce qu'ils pensaient. Et c'était des gens merveilleux. Et je suis très triste, j'ai bien connu Cabu et Walensky, des gens admirables. C'est vraiment triste ce qu'on fait des caricaturistes aujourd'hui.